Visual Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show est une présentation du groupe d'usagers Visual Studio de Montréal et de .NET Expertise. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast, on discute d'architecture et de construction de logiciels avec la plateforme Microsoft.net. Je m'appelle Mario Cardinal. Et moi, je m'appelle Guy Barrette, un petit peu enrhumé. Pas tant que ça, quand même. Non, c'est pas si pire, mais c'est pas encore un rhume d'homme. Mais ça va peut-être le devenir. En tout cas, j'essaie de me tenir le plus loin possible. Mais le plus drôle, c'est que j'ai beaucoup de difficultés parce que aujourd'hui, on n'est pas dans notre studio habituel, qui est un local que les gens du crime nous passent. On est dans notre deuxième studio mobile. Tout à fait, ta voiture. Oui, absolument. Ben, ces jours-ci, toi, Guy, tu fais un contrat dans l'est de la ville de Montréal. Oui, je viens de terminer chez les pièces d'auto UAP Napa. Donc, ça, c'était dans l'est complètement de Montréal. Donc, tu prenais ta voiture depuis le retour des fêtes pour aller pour aller au travail. Oui, moi qui aime normalement mieux prendre les transports en commun, les métros, pour me rendre au centre-ville. Mais Je me souviens d'avoir lu dans ton blog que l'avantage que tu voyais, par contre, c'est que ça te permettait d'écouter des podcasts. Et j'ai repris du retard là, sur les .NET Rocks et Until Minutes. Donc, c'est parfait pour écouter en voiture. Là. Donc, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Donc là, toi, tu finis chez UAP, donc j'imagine que tu vas être disponible pour des contrats. Absolument. Hein? Moi, j'ai eu des bonnes nouvelles cette semaine. On a eu des bonnes nouvelles pour commencer. Absolument. Tous les deux, oui. L'Université du SI qui a lieu le 1er 2 juillet à Paris, ils nous ont avisé qu'on était réinvités pour une deuxième année. Oui, on va être conférencier encore, pour une deuxième année à Paris, première semaine de juillet. Donc, si vous êtes dans la région parisienne, si vous voulez venir nous voir, vous pouvez vous inscrire à l'Université du SI. Puis moi, je sais que je vais me retrouver aussi en mai à Los Angeles pour TechEd. Oui, TechEd USA qui a lieu cette année à Los Angeles, oui. J'ai aussi l'avis comme quoi j'avais été accepté comme conférencier. Deuxième année. Oui, deuxième année de suite dans les grandes ligues. Ben oui, c'est toujours, la première année, tu te dis, là, on m'ouvre la porte, est-ce que je vais réussir à faire ma marque? Mais là, en tout cas, je suis réinvité. Donc, faut croire que, même si c'était pas dans ma première langue, l'anglais, pour ceux qui m'ont déjà entendu parler en anglais, vous savez que j'ai un accent épouvantable. Mais malgré ça, faut croire que c'est quand même bien ce que je fais. Parce que c'est le contenu qui est intéressant. Une chance que le contenu! Et nos conférences ont un thème commun. Oui, on va parler entre autres à TechEd, ce qui était accepté à ce jour, c'est la conférence sur le cloud computing. Puis à l'Université du SI, c'est sur le cloud computing qu'on va... Ah non, à Paris, ça va être le cloud computing. Le cloud computing, l'informatique dans les nuages. Absolument. Puis c'est intéressant parce que même si c'est un changement de paradigme, on se rend compte qu'il y a quand même des choses qui restent. Puis nous, on va faire le lien, puis on va expliquer aux gens pourquoi c'est important, puis pourquoi ça change le monde, mais ça change pas tant que ça. T'es toujours en train de préparer ton workshop? Oui, je travaille fort de Saint-Cyr. D'ailleurs, là, on se voit dans mon auto, mais j'étais justement avec Greg Young, un bon ami à moi qui, de ces jours-ci, est à Montréal. Puis là, il m'aide, entre autres, à bâtir les contenus du workshop. Puis, rappelle-moi les dates. Ouais, c'est à la fin du mois, 27 février. Déjà, on a plus d'une dizaine d'inscriptions. Donc, et c'est quoi le sujet? C'est l'architecture modulaire. Comment être en mesure de pouvoir découpler notre logique d'affaires de notre infrastructure pour être en mesure de rouler des tests, d'automatiser. Beaucoup de gens que je rencontre, ils veulent faire des tests unitaires, mais quand ils s'y mettent, on essaie de le faire, là, on se rend compte que c'est pas si simple que ça parce que pour être capable de rouler des tests unitaires, il faut traîner à la base de données, il faut traîner notre Active Directory, il faut traîner 3 millions d'infrastructures. Moi, ce que j'explique dans le workshop, c'est comment isoler ça, comment être capable de se faire finalement des bonnes couches qui sont bien séparées. Puis c'est au-delà de l'architecture 3 couches standard là. Là c'est ton dada depuis 1 an et demi, tu as travaillé là-dessus depuis une bonne année et demie, tu as réfléchi là-dessus, tu as présenté des choses je pense qui sont innovatrices. Donc pour ceux qui sont intéressés là, je pense que le workshop va être vraiment intéressant pour vous.
Puis là, ce qui est le fun, entre autres, d'avoir la chance de travailler avec quelqu'un comme Greg Young qui a beaucoup d'expérience en architecture, c'est que là, on les stress test, ça, si je pourrais prendre ce terme-là, les idées en se disant, ben là, dans la vraie vie, quand je bâtis ça, puis ça permet de peaufiner, puis je vais être sûr quand même, si j'ai tant qu'à faire un workshop, que je vais faire quelque chose qui va représenter la vraie vie, pas juste des idées en l'air. Donc, si on veut avoir de l'information, on va sur ton site. Tout à fait, c'est ça le plus simple. Vous allez trouver un lien pour avoir plus d'informations. Qui est le site? C'est mariocardinal.com. Absolument. Donc aujourd'hui, on a un invité parisien. Oui. Avec qui on a enregistré lors de la dernière conférence DevTeach. Donc on a un invité parisien qu'on a enregistré à Montréal. Oui, comme je disais lors de la dernière conférence DevTeach, début décembre, c'est Frédéric Schaffer qui travaille pour la firme Octo. Puis Frédéric nous a suggéré de parler d'un sujet qui peut sembler banal à prime abord. Parce qu'il dit, je vais parler des tests. Puis finalement, l'approche que Frédéric prend, c'est d'expliquer pourquoi on ne devrait pas faire de tests. On s'en cache, là. Peut-être qu'il veut par l'inverse nous prouver qu'il faudrait faire des tests, mais c'est ça le sujet de départ. En tout cas, pourquoi les gens font pas de tests. Puis ça nous a amené à faire une discussion pas mal intéressante. Donc, on écoute Frédéric. On profite de la présence de notre invité, Frédéric Schaffer. Bonjour. Donc, on profite de ta présence à Montréal pour enregistrer un podcast avec toi. Oui, c'est dans le cadre de la conférence DevTeach. Donc, Frédéric, tu as été conférencier ici. Oui, j'ai fait quelques sessions. Dont, ça a été une semaine occupée, je pense. Oui, on a fait quelques sessions. Je suis venu avec Fabrice Marguerite, que vous avez enregistré il y a quelques mois de ça. Et on a rejoué une session qu'on avait fait à l'université du SI cet été, mais en la faisant beaucoup plus longue, et en la divisant en 4 sessions, de manière à ce que les gens aient le temps de nous suivre tranquillement. Et puis j'ai fait aussi une autre session tout seul sur TDD. Et puis l'expérience? Super accueil, ça fait vraiment plaisir d'être ici. Est-ce que tu as pris un peu l'accent québécois, là? Écoute, on verra ça, on verra si on me comprend quand je reviens en France. Mais il y a quelques termes, je commence à conjuguer des verbes anglais en français, donc je pense que je suis pas loin. Ma compréhension, c'est que vos sessions ont été bien reçues. Parce que nous, ici, ils font une compilation entre des évaluations. Puis jusqu'à tout dernier ordre, vous étiez dans les 10 meilleurs conférenciers, donc c'est bien. Ouais, ça fait plaisir, bien, on a eu des bons retours, ça nous a fait plaisir. Écoute, aujourd'hui, on va parler de tests avec toi. Oui. La formule, c'est toujours la même formule, nos auditeurs la connaissent. On va essayer de permettre à nos auditeurs de te connaître un peu mieux avant de parler du sujet qui aujourd'hui est les tests. Frédéric, tu travailles chez Octo, le cabinet conseil qui est basé à Paris. Oui, Octo Technologies. Parisien. Parisien, mais pas uniquement, puisqu'on a maintenant une filiale au Maroc et une filiale en Suisse, que je vais d'ailleurs prochainement rejoindre. Tu vas quitter la belle ville de Paris pour aller... Ils sont où vos bureaux? À Lausanne. Lausanne. C'est pas triste être à Lausanne. Non, ça devrait être sympathique. T'as plus de... Ça fait quoi? Bon, qu'est-ce que tu fais chez Octo? Chez Octo, je suis, on va dire, consultant d'une manière générale. Je suis relativement spécialiste sur la plateforme .NET chez Octo, mais j'aime aussi mettre un pied dans la méthode. Donc, ce qui fait que je vais me retrouver chez des clients pour faire des mandats, comme vous dites, c'est ça? Des mandats. Des missions? Des missions où je vais à la fois parler technique et puis pouvoir aider sur la plateforme .NET et à la fois pouvoir faire du coaching ou conseiller sur la méthode et la façon de réaliser le projet. Puis on s'entend quand tu parles de méthode, chez Octo, c'est beaucoup dans une approche agile. Donc, je pense pas que tu vas faire des mandats pour expliquer aux gens comment être dans un modèle Waterfall. Je peux leur expliquer comment on n'est pas bien dedans, mais non, on est effectivement très influencé par les méthodes agiles et on va avoir tendance à promouvoir ce genre d'approche. On a aussi une petite particularité chez Octo, c'est qu'on aime bien travailler du sol au plafond. C'est-à-dire pouvoir aller aussi bien mettre le code les mains dans le code avec les développeurs que pouvoir aller discuter avec le directeur pour lui expliquer que y a peut-être des orientations qui sont pas bonnes ou des choses qu'il voit pas et faire du conseil comme ça à la fois au niveau de ceux qui font et puis à la fois au niveau de ceux qui décident. Puis ça, c'est intéressant ce que tu amènes. Parce qu'on voit vraiment ces deux tendances-là, qui sont des tendances assez lourdes dans la vision de ce qui est le rôle d'informaticien avec des guillemets. Parce qu'il y a des gens qui croient que dans leur carrière, à un moment donné, tu peux graduer, monter en titre et plus vraiment besoin de comprendre la technologie, donc la programmation.
Donc, Donc, souvent, on de va... développeur à, disons, architecte, gestionnaire et tout ça. C'est ça. Donc, c'est vrai qu'un jour, si tu fais le choix d'être gestionnaire, tu vas travailler sur d'autres aptitudes. Donc, probablement que tu n'auras plus besoin d'être, en tout cas, les mains dans la technique. Mais je vois trop souvent, moi, des gens qui vont avoir un titre d'architecte, ça fait une dizaine d'années qui savent même pas, ils se retrouvent architectes, ils ont travaillé avec la plateforme.net et la dernière fois qu'ils ont programmé physiquement, c'était en COBOL sur un mainframe. Donc, Chez Octo, on est dans la philosophie que on doit être capable de se promener dans les différents... On passe de 30 000 pieds d'altitude à 2 pieds parce que il y a une prise de conscience que son... C'est en mètres, il faut parler. Là. Ah oui, c'est vrai. Oui, d'1 mètre à 10 000 mètres. Ah, excusez-moi. C'est parce qu'au Québec, même si on est en métrique au Canada, mais moi, avec mes cheveux blancs, j'ai connu la période où on était en pied. Donc, pour nos amis qui parlent français, mais qui vivent en Angleterre, eux vont comprendre ce que je dis. Non, enfin oui, d'une manière générale, on aime bien avoir ce qu'on appelle plusieurs valences chez Octo. Donc, c'est-à-dire à la fois être capable de faire des choses différentes en termes technologiques, mais aussi savoir, je te le disais tout à l'heure, discuter avec un développeur, discuter avec un chef de projet, un directeur, et savoir faire un peu de la méthode, avoir des influences méthodologiques, techniques, et donc brasser un peu tout ça de manière à pouvoir intervenir et être un peu tout terrain dans l'entreprise. Mm-hmm. Donc c'est un peu ce qui motive les Octos et ce qui motive la société en elle-même. Souvent, c'est la façon de gagner de la crédibilité parce que souvent, et si tu n'es pas capable de démontrer, on va parler surtout des gens, des développeurs, souvent les développeurs ont l'impression que tu ne serais pas capable de faire leur job, que tu es déphasé, tu ne gagnes pas leur respect. Puis s'ils voient que tu es capable de prendre le clavier puis programmer aussi bien qu'eux, habituellement, ça établit le lien de respect. Un rapport 1 à 1. Là. Ouais. Avant d'être chez Octo, parce que ça fait quelques années maintenant que tu es chez Octo, mais... Ça va faire 4 ans, oui. Donc, plus d'une dizaine d'années d'expérience. Donc, ouais, j'ai travaillé d'abord dans une grosse société qui est EADS. C'est la maison mère d'Airbus. Vous connaissez peut-être plus sous cet angle-là. Est-ce que tu vivais à Toulouse? Non, je travaillais à Paris déjà. EADS est dans le domaine militaire. Je travaillais pour rester général sur des logiciels qui faisaient de la photo-interprétation. Donc Okay. beaucoup de travail d'image, de la reconstruction 3D, enfin des choses qu'on pourrait qualifier de très sexy et assez loin du domaine de la gestion par exemple. Mm-hmm. Et après j'ai travaillé 4 années dans une petite start-up qui avait pour but d'aider les chirurgiens dentistes à opérer. Donc on faisait une machine avec son logiciel et encore une fois c'était beaucoup de 3D puisqu'on s'amusait à modéliser en 3D la mâchoire du patient pour planifier les interventions et après avec des caméras on suivait les gestes du praticien pour voir s'il opérait bien et pour le guider dans son opération. Ah. Donc encore une fois très loin de l'informatique de gestion. Et d'ailleurs cette société m'a permis de venir il y a 4 ans déjà, ou 6 ans, il y a 6 ans à Montréal, puisque j'étais à McGill faire une présentation sur le sujet. Et puis voilà, depuis 4 ans je suis chez Octo, donc plus proche de l'informatique de gestion, parce que nos clients font quand même beaucoup ça, même si ce n'est pas uniquement le cas. Et puis 4 ans plus proche de la plateforme .NET, puisqu'avant j'étais sur d'autres technologies, notamment C++. Qui n'est pas de mauvaise école pour commencer à programmer, parce que bon, c'est l'école que beaucoup de gens ont eu dans leur vie. Aujourd'hui, on veut parler de tests. Oui. Alors, moi, juste... Pourquoi? Parce que, écoute, test, ça peut sembler banal un peu comme sujet. Puis, donc, qu'est-ce qui te motivait à dire... qu'est-ce qui t'a... En tout cas, moi, j'étais un peu intrigué. Pourquoi les tests? Pour ramener un peu le contexte, quand on s'est vu il y a 6 mois sur Paris, on a eu une discussion tous les 3, et puis c'est toi, Mario, qui m'a dit, mais peut-être dans l'entreprise, là, ce que je vois à Montréal, il y a peut-être 3-5% des gens qui font des tests. Tu m'as donné un chiffre très très faible. Oh oui, Et là, je me suis dit, mais ouais, c'est vrai, mais pourquoi? Pourquoi on fait pas ça? Et du coup, ça m'a inspiré un peu pour, entre autres, faire la session ici, et puis pour vous parler ce soir de pourquoi on fait pas ces tests. Parce que peut-être qu'en se posant, en comprenant un peu mieux pourquoi, on aura peut-être une piste de solution pour changer la situation dans le futur. Exactement. Alors, on pourrait peut-être commencer par rappeler ce que c'est qu'un test. Oui, même si ça peut sembler évident pour nos auditeurs, l'évidence n'est peut-être pas où elle se cache. Oui, on voit souvent des tests qui n'en sont pas. Donc les tests, grosso modo, un test, c'est quelque chose qui va vérifier quelque chose. Et donc quand on regarde un test, souvent on dit, oui, on a quelque chose qui fait,
qui travaille, qui lance une exécution, qui lance une méthode, quel que soit son niveau. Et puis souvent, on ne vérifie pas ce que cette méthode retourne. On vérifie juste qu'elle a marché, qu'elle a, entre guillemets, fonctionné, mais pas qu'elle a renvoyé un résultat valide. Un test, donc, tel que je vais le décrire par la suite, ça va être quelque chose, ça va être un appel de méthode, mais qui va être vérifié. On va s'attacher à faire une vérification. Donc, souvent, ce qu'on appelle ici, ce sont les tests unitaires. On teste une méthode. Ça va être vrai pour les tests unitaires, ce qu'on va appeler aussi tests développeurs, mais on va englober aussi peut-être des tests d'intégration. Ça va être aussi vrai pour les tests utilisateurs. mais ce que je comprends de ce que tu dis, c'est si tu appelles un bout de code et que tu ne vérifies jamais le retour, Oui. mais même si pour toi tu penses que c'est un test, Oui. tu fais juste vérifier. Et le test que tu fais, finalement, c'est juste est-ce que c'est capable d'exécuter. Mais tu vérifies pas vraiment si le résultat attendu est là. Puis donc c'est là la nuance que tu veux amener. Je vais te donner un exemple. C'est comme si tu lançais ton application, que tu cliquais sur tous les boutons, qu'à la fin elle se fermait, puis que tu disais « Ok, mon application marche ». Et qu'à aucun moment tu as regardé ce qu'il y avait sur l'écran. Ok, ton application n'a pas dysfonctionné au sens Il n'y a où pas eu de crash. Là. il n'y a pas eu de crash, mais tu sais pas du tout si ton application elle a fait ce que tu voulais. Et c'est souvent ce qu'on voit dans les tests. On voit, alors je vais prendre l'exemple d'un test unitaire, puisque tu en parlais, Guy. On voit souvent, eh bien, je crée un objet, j'appelle une méthode dessus, hop, mon test est fini. Et on voit jamais le petit mot assert, ou rarement. Et sans ce petit mot assert, qui va dire je vérifie que le résultat obtenu par la méthode est bien celui que j'attendais, on ne peut pas parler de test. On peut juste vérifier que ça n'a pas craché. Ouais. Puis d'ailleurs, si on fait une traduction du terme assert, qui est le mot anglais pour vérifier. Vérifier. Donc, Alors pour le coup, en français, on utilise beaucoup le terme d'assertion aussi. ah oui, mais au Québec, en tout cas, tout est à discutable, mais on traduirait peut-être plus par On traduit pas, on utilise assert. Ouais, il y a ça aussi. Donc on parlait de test unitaire, donc en fait alors pour changer un peu cette terminologie, là on va parler de test développeur. Le test du développeur, c'est le test qui est sous la responsabilité du développeur. Je fais des tests pour vérifier que mon code va faire ce que je pense qu'il doit faire. Et le terme test développeur, je pense, décrit bien ce test-là, parce que moi, ce que je vois, c'est le terme test unitaire est utilisé à toutes sortes de sauces, et puis c'est jamais un test unitaire pour dans une société, c'est pas la même chose dans une autre société. Donc, en utilisant test développeur, je pense qu'on décrit bien là, ce qu'on veut tester. Là. Ce qui est important aussi, c'est qui est responsable de ce test et à qui il va servir. Quand je fais un test que je vais qualifier de développeur, c'est moi en tant que développeur qui vais l'écrire. Il va me servir à moi et il va servir aux autres développeurs. Il ne va pas servir à mon chef de projet, il ne va pas servir à mon utilisateur. Ces personnes-là ne vont jamais les voir. Ils vont servir à moi, à mes camarades qui développent et puis aux gens qui vont maintenir le système dans les années qui vont venir. À l'opposé, ou complémentairement à ces tests unitaires, on a des tests utilisateurs. Donc là, c'est le contraire. C'est le client ou l'usager qui va être responsable de ces tests. La petite différence, c'est que ces tests ne vont pas servir uniquement au client et à l'utilisateur. Ils vont servir aussi aux développeurs. Parce que ça va permettre aux développeurs de bien comprendre ce que l'usager veut et ce qu'il doit y avoir dans l'application. Donc là, on va parler d'une histoire, d'un use case. Et le but de ces tests, ça va être de vérifier le fonctionnement de l'application et que le fonctionnement est bien celui qu'on attendait. Et le cas le plus usuel de ça, c'est ce qu'en Europe, vous appelez les tests de recettes. Ou des tests fonctionnels. Puis souvent, nous, au Québec, on parle de tests d'acceptation. C'est un concept que le client accepte la livraison que tu veux lui faire. Souvent, on va avoir un gros focus avant la livraison ou la mise en production du code. On va faire ce type de test-là. Il y a une autre catégorie de tests, tu me le faisais remarquer tout à l'heure, Mario, qui est tout ce qui est test technique, montée en charge, tenue, etc. Je ne vais pas parler de ces tests-là aujourd'hui, ils existent aussi, mais on va plus se concentrer sur est-ce que mon logiciel, à quelque niveau que ce soit, fait ce que je pense qu'il doit faire. Et puis, avec ces tests, on va voir, il y a tout un tas d'outillages, on pourra revenir par la suite, mais voilà. Quand on a fait des tests développeurs, on va plutôt utiliser des frameworks comme NUnit, XUnit ou ce qu'on trouve maintenant dans Visual Studio 2008, qui était anciennement les tests dans 2005. Et puis, si on regarde plutôt le côté test fonctionnel, on va retrouver des choses genre Fitness ou Green Paper que vous devez bien connaître ici. Ouais.
Et aussi les fameux outils qui essaient de te permettre d'automatiser tes tests dans l'interface utilisateur directement. Les magnétoscopes ou je sais pas comment on peut appeler ça, qui effectivement enregistrent et essayent de rejouer. D'ailleurs, je crois qu'on va avoir des nouveautés dans 2010 aussi là-dessus. On va pas trop en parler, ces outils-là. J'ai plus tendance, moi, à me dire, ok, l'interface, elle peut bouger, c'est pas forcément la première chose que je vais vérifier. Ce qui est important, c'est mes services en dessous et ma logique d'affaires, plutôt que de me concentrer sur l'IHM, qui, certes, faut tester, mais je dirais dans un deuxième temps. On s'entend que l'expérience a démontré que c'est peut-être pas très rentable et très payant de tester par l'IHM, puis que d'avoir une IHM qui est très, très légère et avoir découplé avec une couche, par exemple, applicatif ou un contrôleur d'application, puis de tester le contrôleur, ça peut être rentable. Mais la réalité, quand tu me posais la question, on discutait, je disais qu'il y a 3 ou 5% de gens qui font de tests. Je pensais, moi, à ce type de test-là où on va tester justement en cherchant à automatiser, tests unitaires. Mais la vaste majorité des utilisateurs font quand même des tests IHM. Parce que ce soit juste les tests d'acceptation. Ben, c'est ce qui est le plus facile. Là. Mais ça coûte cher et c'est pas rentable beaucoup. Alors j'ai une expérience sur le sujet qui date déjà de peut-être 7 ou 8 ans sur le sujet. À l'époque, c'était Rational Robot. Mm-hmm. Ah. Où on enregistrait pareil, où on cliquait. Et je me souviens d'exemples où on déplaçait un bouton, sauf que ce qui était enregistré, c'était la position de la souris au moment du clic et pas l'action de cliquer sur le bouton. Et dans ces cas-là, on se retrouve avec la suite de tests à complètement réécrire pour un bouton qu'on a déplacé dans l'IHM. Donc, on va essayer de se séparer de ce genre d'outils et d'aller vers des outils qui testent plus le comportement de l'application et la façon dont on discute avec l'application que quelle est la position de ma souris et qu'est-ce que je fais à ce moment-là. Heureusement, la plupart des outils de test évoluent dans ce sens-là aujourd'hui, mais c'est encore pas forcément très généralisé. Tu vas essayer de décrire les grandes composantes qu'on trouve dans les outils, parce qu'il y a toujours un problème récurrent, puis qui a fait que des outils comme NUnit, ou à l'origine c'était même pas pour Java, mais c'était pour Smalltalk, mais les fameux frameworks unitaires. C'est quoi les grands blocs qu'on a essayé qu'on nous a qu'on nous fournit prédéfinis pour nous simplifier la tâche pour tester? Grosso modo, c'est tout le mécanisme d'assertion. Donc ça, c'est vraiment la possibilité de vérifier, de lever des exceptions. C'est la possibilité de créer un contexte d'exécution pour le test et puis de le nettoyer éventuellement après. Ça, c'est une problématique qu'on va retrouver dans tous les tests qu'on va faire. C'est maîtriser le contexte d'exécution du test. Si je ne maîtrise pas le contexte d'exécution, je ne peux pas valider exactement ce que je fais. Et aussi, je ne suis pas sûr que mes tests soient répétables. Typiquement, si j'insère une donnée en base et que je ne vais pas la nettoyer, la fois d'après, quand je vais jouer mon test, il y a des chances que mon test échoue. Donc on va avoir des outils aussi de ce type-là qui vont permettre de faire des setups et des clean-up de manière à nettoyer. Et puis on va avoir aussi éventuellement des outils, par exemple on peut retrouver ça avec Visual Studio 2008, qui vont permettre de faire des tests qui sont pilotés par la donnée. Et donc par exemple de prendre un fichier Excel quand on a des tests qui sont très répétitifs. J'ai donné un exemple, là j'ai fait une application de Mastermind où on écrit un code secret et puis on doit deviner la proposition. Et si on veut faire varier plein de fois la proposition, grosso modo le code du test ça va toujours être le même. J'appelle la fonction d'évaluation avec la proposition, sauf qu'on va vouloir varier les paramètres en entrée. Et donc dans ces cas-là, on va utiliser des feuilles Excel dans lesquelles ça va être très facile de décrire toutes les possibilités avec ce qu'on attend comme résultat, encore une fois, avec le résultat attendu, et puis passer ça dans un test. C'est ça qui est intéressant de ces frameworks-là, c'est que on s'entend qu'on pour être capable de rouler un test, on a besoin de je vais utiliser le terme test runner, je sais pas si c'est le bon terme. On a besoin en tout cas d'un moteur pour lancer le test. Mais si ces frameworks-là s'étaient arrêtés juste à cette problématique-là, probablement que le monde aurait dit, écoute, se faire notre petit moteur de démarrage de test, c'est pas ce qui était très compliqué. Là. On se faisait une petite form, puis on lançait nos tests à partir de là, par exemple. La grande puissance, c'est ce que tu as dit, c'est le fait qu'on peut aisément gérer nos assertions, donc nos vérifications avec du code pré-mâché pour toi, et aussi être en mesure de pouvoir lancer des tests, par exemple, avec des données. Donc, d'avoir des capacités de tests plus sophistiquées que juste lancer l'exécution de notre méthode à partir d'un test runner. On va le voir, comme tout développement, si on n'est pas bien outillé, on va plus avoir envie d'en faire.
Donc il faut effectivement, l'outillage est très important. Pour revenir à ce que tu disais, Mario, la différence quand même par rapport à faire une petite fenêtre et puis à les tester, c'est l'automatisation. La petite fenêtre que je lance et qui va me servir à aller faire, j'appuie sur le bouton, ça me renvoie bien le résultat, ben, je ne peux pas la mettre dans mon moteur de build, je ne peux pas lancer ça sur mon serveur d'intégration continue. Donc ça, c'est vraiment le genre de choses qu'on va proscrire. Ce qui n'empêche qu'avant d'avoir des outils de test unitaire, eh bien, on s'en sortait autrement, par exemple en ayant des applications console qui dumpaient dans des fichiers, puis en comparant les deux fichiers avec des fonctions diff Unix ou ce genre de choses. Voilà, on arrivait à se débrouiller à la main. Maintenant, c'est beaucoup plus outillé et c'est beaucoup plus simple et ça nous simplifie C'est bon, la vie. le point que tu amènes, c'est que ces fameux test runners-là, ils vont être autant accessibles ou utilisables avec un serveur de build, un serveur de construction, que par introspection, il va te générer une interface, puis là, tu vas être capable de pouvoir lancer des tests si tu veux les faire en mode manuel, ou en tout cas, je ne sais pas si on peut dire ça manuel, mais en tout cas, que le testeur, lui, veut vraiment vérifier que son bout de code fonctionne. On va revenir après peut-être sur cette automatisation. Si on revient à notre question sur pourquoi j'en fais pas. La première chose qui vient souvent, c'est j'y crois pas. Alors j'y crois pas, ça veut dire ouais, j'ai pas le temps, puis j'ai pas l'argent pour le faire, ça sert à rien. Enfin, quelque part, ça veut dire qu'on ne croit pas au retour sur investissement de l'argent qu'on va mettre dans les tests. Mais souvent, l'argument qu'on entend, c'est je suis obligé d'écrire 2 fois plus de code. Le code, la logique en tant que telle, et le code pour le tester. Donc, je double le temps de développement, finalement. Oui, c'est souvent un argument qu'on entend, parce qu'effectivement, on va, à un certain moment, écrire plus de code. Donc plus de code à maintenir aussi, puisqu'il faut maintenir le code et le code de production, le code de test et le code de production. L'objectif, c'est de faire en sorte que le code qu'on écrit en plus, rapidement, il devienne un avantage, et rapidement, on a un retour sur investissement. Donc c'est pas si simple que ça. Je vais expliquer par la suite. On va se concentrer dans un premier temps sur qu'est-ce qu'on attend. Qu'est-ce que, par exemple, Guy, tu es chef de projet, ou tu es responsable d'un système en production, qu'est-ce qui va t'intéresser dans son système en production? Il faut qu'il soit stable. Il faut qu'il marche, qu'il soit stable. Tu vas peut-être vouloir le maintenir, puis pour pas trop cher. Puis éventuellement, tu vas le faire évoluer. Absolument. Donc c'est vraiment les 3 grandes caractéristiques, et je connais pas beaucoup de chefs de projet ou de responsables qui vont me dire ça m'intéresse pas. Donc pour pouvoir faire ça, il faut savoir que tu saches très rapidement ce que ton logiciel fait. Admettons, c'est peut-être pas toi, tu n'étais peut-être pas chef de projet au début, tu es arrivé là, etc. Il faut que tu saches ce qu'il fait. Il faut que tu puisses les modifier rapidement. Donc, trouver facilement quel est le bout de code qui va être responsable de ce fonctionnement-là. Et puis que tu puisses le modifier sans risque. Et ces 3 aspects-là sont apportés par les tests. Alors il y a peut-être d'autres moyens d'y parvenir, mais les tests sont un moyen d'atteindre ces 3 objectifs-là. Pourquoi ? Parce qu'avec les tests, tu vas pouvoir avoir un boomerang qui revienne très rapidement. Alors je m'explique. Qu'est-ce qui va coûter cher si tu essayes de maintenir ton système ? C'est le temps que tu vas mettre pour trouver un bug. Qu'est-ce qui se passe si tu te rends compte, si tu es en train de taper ton code et que tu te rends compte dans les 5 minutes qui suivent que tu as fait une erreur ? Tu vas corriger, tu auras perdu 5 minutes, peut-être tout va bien se passer. Donc, plus on est tôt dans le cycle de développement, plus on trouve les problèmes rapidement, moins ils sont coûteux à régler. Oui. Si on prend le même bug, tu le découvres 3 mois après en production. Il va peut-être falloir refaire une version, relancer ça dans tout le cycle d'acceptance au niveau de mon utilisateur, etc. Remettre ça, redélivrer sur toutes les machines. Peut-être que c'est quelque chose de très urgent, mais que le train de correctif, il arrive que 3 mois après, donc peut-être faire des procédures extraordinaires. Bref, la petite chose que tu aurais pu voir en 5 minutes va peut-être te coûter une fortune. Et donc l'objectif des tests et la rentabilité de ces tests, ça va être de réduire le temps entre le moment où tu fais une erreur et le moment où tu peux détecter cette erreur. Alors, il y a beaucoup d'outils qui ont cet objectif-là. Le fait que j'ai un compilateur qui me dise si j'ai fait des fautes rapidement, le fait que j'ai IntelliSense qui me dise au plus tôt, même avant de compiler, si j'ai fait des erreurs, tout ça va dans ce sens-là, de réduire le temps entre le moment où je fais une erreur et le moment où je vais la détecter.
la mémoire étant une faculté qui oublie, le plus tôt tu découvres, il y a plus de chances que tu sois encore dans le même contexte et que tu puisses rapidement comprendre ce que tu as fait mal, parce que quand ça fait 3 mois, il faut que tu reviennes sur qu'est-ce qu'on a développé il y a 3 mois, c'est pas évident. Si c'est toi en plus. En plus, parce qu'il y a des chances que tu sois plus là. Il y a des chances que tu sois plus là ou que ton logiciel il était confié à une autre société qui va faire la maintenance derrière, etc. Mais tu parlais tout à l'heure de maintenance puis des avantages des tests au niveau de maintenance. Pourquoi c'est avantageux? Pourquoi c'est avantageux? Parce que si j'ai un harnais de test dans lequel j'ai confiance et que j'ai une modification à faire, mon client m'envoie un bug et que je dois corriger ce bug, eh bien quand je vais faire ma correction, je vais pouvoir m'assurer que j'en génère pas une autre correction. Donc ça, déjà, le fait d'avoir un harnais qui me permette une non-régression va me permettre de dire oui, j'ai corrigé ce bug-là, mais il n'y en a pas de nouveau. Souvent, lorsqu'on corrige des bugs, il y a toujours une période de test de régression pour s'assurer que ce qu'on vient de faire finalement ne casse pas. Mais les tests peuvent nous aider à faciliter cette période de test de régression. Alors, les tests de régression, on les a à plusieurs niveaux, hein, mais encore une fois, on va les avoir peut-être dans des tests d'acceptance ou des tests pré-production, enfin, je ne sais pas comment on peut les appeler, mais des tests juste avant de partir et de délivrer sur le serveur. Mais encore une fois, si c'est 15 jours après ou si c'est une semaine après, je repasse la boucle et puis je reprends 15 jours pour recorriger tout ça. Donc l'idée, c'est vraiment de les avoir le plus tôt possible. Pas encore, si tes tests d'acceptance ne sont pas automatisés, ça veut dire que c'est beaucoup par l'IHM qu'on les fait. Peut être clair, en tout cas, la réalité que moi j'ai vue sur le terrain, c'est que les gens vont focuser juste sur la nouvelle fonctionnalité et ils vont présumer que les anciennes fonctionnalités fonctionnent parce qu'on n'a pas l'argent et mais le coût, fonctionnaient le temps. avant, pourquoi ils ne fonctionneraient plus? Hein? Et puis souvent, c'est est-ce que j'ai le temps de repasser tous ces tests? Absolument. Est-ce que si c'est un hotfix qu'il faut délivrer très rapidement, est-ce que j'ai le temps de repasser tout mon processus qui va me prendre X années? Enfin, X années. En tout cas, X jours, X semaines. J'ai eu l'occasion de travailler il y a quelques mois pour une compagnie où en fait le temps qu'ils mettaient à tester n'était plus acceptable comparé au délai qu'ils avaient pour délivrer. Ils devaient faire par exemple des livraisons tous les 3-4 jours et le fait de passer les tests commençait à leur prendre 3 ou 4 jours. Donc grosso modo, ils n'avaient plus le temps de développer. Et là, on parle de tests qui étaient quand même automatisés ou non, c'était des tests manuels. Tests justement. manuels. C'était des tests manuels avec des feuilles Excel, etc. Donc c'est la souffrance, eux, qui les amenait à chercher une autre façon de faire. Voilà. Et du coup, au bout d'un moment, on dit quel test je fais? Tiens, allez, que cela, et puis en espérant, on croise les doigts, et voilà. Et on vit dans la peur. Je dis souvent qu'en informatique, on prend plus de risques, en tout cas les groupes d'informatique prennent plus de risques que les cascadeurs. Vous savez, les cascadeurs, c'est impressionnant, on les voit faire des cascades. Mais tout est calculé. Ces gens-là ne prennent pas de risques, tout est calculé. Mais nous, en informatique, on teste juste une partie du logiciel, des nouvelles fonctionnalités, et tout le reste, on présume que ça va marcher, puis on se pose la question pourquoi ça marche rarement très bien en production, puis qu'il arrive un paquet de défaillances, puis qu'il faut écrire des longs rapports pour expliquer les défaillances, pour surtout expliquer que ça ne se produira plus dans le futur. Mais on sait pertinemment que dans le futur, on n'aura pas plus de budget, pas plus de temps pour refaire les tests. Donc, il y a une forme on se ment un peu à nous-mêmes sur la réalité de notre situation. On est un peu des funambules sans filet, des fois. Puis ça me ramène à une question. Si on revient à les 3 besoins, le besoin de maintenabilité, le besoin de... Peux-tu les rappeler? Le besoin de pouvoir être maintenable, le fait de pouvoir évoluer rapidement, et le fait que le système soit fiable aussi. Mais comment ça se fait qu'il y a une grande partie des gens qui vont nier le besoin de test? Ils nient ces 3 besoins-là? Une des raisons que je vois, c'est l'intérêt à court terme. Est-ce que c'est moi, le chef, l'équipe, le responsable, qui vais maintenir ce logiciel après? Ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre et que je vais être noté par mes supérieurs, par de l'argent, par de la reconnaissance ou je ne sais pas quoi, sur est-ce que j'ai livré à temps ou est-ce que mon logiciel, dans les 10 prochaines années, il va bien marcher? Et souvent, la rémunération ou la prime, elle est à j'ai livré à temps, peu importe ce que j'ai livré. Absolument. Je pense que c'est ça qui génère un cercle vicieux où on est dans le fait de se dire il faut que je délivre parce que je suis noté là-dessus et puis ça s'enchaîne et puis du coup je fais pas les tests et ça m'intéresse pas et puis c'est ceux qui passeront derrière qui ramasseront et puis qui se feront aussi de l'argent parce qu'ils seront bien contents que ça mette du temps et puis qu'ils puissent justifier que ça met du temps. Et puis au final, le seul perdant, c'est le client. Absolument. Si on était jugé sur le nombre de bugs qui se retrouvent en production
Oh, là, ça serait autre chose, Je là. pense qu'on agirait différemment. Ouais, absolument, absolument. Donc je pense qu'il y a vraiment un intérêt à court terme. Et que quand on dit j'ai pas le temps ou j'ai pas l'argent, c'est vraiment une vision à court terme du temps et de l'argent. Et pas de l'économie pour le client. Comment on peut réussir à changer cette attitude-là? Parce que, à quelque part, si tu as un incitatif dans ton organisation à voir les choses juste à court terme, sur une base de 3 mois, ou en tout cas très court terme, quand bien même que quelqu'un va essayer de t'évangéliser et t'éduquer sur tu vas faire oui de la tête, mais tu vas continuer à la bonne vieille pratique. Écoute, j'ai pas de recette miracle. L'un des avantages, je te disais, à Octo, c'est que souvent on peut aller parler au chef aussi. Et souvent, le seul qui a cette vision-là et qui a une vision à plus long terme que celle de son chef de projet ou de son équipe, c'est le chef, le directeur. Qui lui doit être là, il va être là encore quand ça va être en phase d'évolution. Qui lui a plus une idée de comment je vais réduire les coûts de fonctionnement de mon entreprise ou de mon système. Globalement. Plutôt que projet par projet. Plutôt que comment, voilà. Donc il va chercher à arranger l'optimum global plutôt que d'aller localement essayer d'arranger un projet. Parce que cette personne-là est jugée globalement et non projet par projet. Exactement. Donc on revient un peu à notre problématique qu'on vient de discuter il y a quelques instants, c'est sur quoi on est jugé. Donc ces personnes-là peuvent ensuite imposer une vision qui va inclure les tests. Donc c'est ça qui n'est pas forcément très facile pour, j'ai envie de dire, le développeur lambda qui est devant son poste de travail puis qui va jamais aller voir le directeur. C'est que pour essayer de sensibiliser à ça, même le développeur qui aurait envie et qui se rend compte qu'il n'est pas forcément en train de faire des choses qui sont bons, ni lui ni son équipe, eh bien il faut un bon paquet d'énergie pour aller voir le chef. Quand on est consultant externe, c'est un peu plus facile parce qu'on a plus facilement accès à la porte et puis à les toquer pour aller voir le chef. Mais là, c'est intéressant ce que tu dis. Donc, on a dit qu'il y a des gens qui vont nier, mais il arrive une étape où est-ce que du monde dit, bon, mais moi, ça m'intéresse les tests. Mais malgré ça, il va quand même avoir des barrières. Quels sont les types de barrières? En fait, c'est pas peut-être les tests qui intéressent ces gens-là, mais plutôt les résultats que les tests vont pouvoir nous donner. Oui, puis on a la question même à haut niveau, on a la question de Guy qui est, j'ai l'impression que je fais 2 fois plus de code, donc ça va me coûter plus cher. Donc déjà en leur expliquant aux chefs que leur système va être plus fiable, plus maintenable, et puis qu'ils vont pouvoir le faire évoluer, on diminue déjà ce critère. Ok, les tests ont un coût, mais j'ai un retour sur investissement qui peut être important. La deuxième chose, c'est qu'on va essayer d'optimiser le coût des tests. On va essayer de le réduire, même quand on met en rapport le retour sur investissement qu'on peut avoir. Donc comment on va le réduire? On va essayer d'automatiser au maximum les tests. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, on en parlait sur mon client qui mettait 3-4 jours. Et si au lieu de mettre 3-4 jours, il appuie sur un bouton et puis ça met 30 secondes, il a gagné son temps et puis je peux délivrer plus vite. Alors, je biaise un peu parce qu'il a fallu qu'il les écrive, les tests, ça lui a pris du temps, etc. Mais c'est un travail qu'il va faire une fois, qu'il va éventuellement faire évoluer, mais qu'il ne va pas faire à chaque fois. Quand on les rejoue, c'est de façon automatique. Alors, c'est automatique. L'intérêt aussi, c'est que c'est plus gratifiant pour la personne. Rejouer tous les tests où il y a marqué dans une feuille Excel, cliquer sur le bouton A, aller dans la case B, regarder le résultat. C'est mortel. Personnellement, c'est pas le genre de travail qui m'intéresse. Par contre, essayer de se poser la question de comment on va tester l'application et comment on va automatiser, je trouve que c'est beaucoup plus valorisant et moins répétitif comme travail. Donc la première chose, c'est ça, on va essayer de les rendre automatiques. La deuxième chose, pour que les tests soient moins chers, c'est qu'on va essayer de faire que notre logiciel soit le plus testable possible. Plus le logiciel est testable, plus c'est facile de faire des tests. Et là, on va rentrer dans un cercle tantôt vicieux, tantôt vertueux, qui fait que plus notre logiciel est testable, plus il est facile à tester, plus il est testé, plus il est testable. On va avoir une espèce de boucle. On va en parler peut-être après sur pourquoi c'est difficile de tester un logiciel. Mais grosso modo, quand on commence à faire des tests sur un logiciel, on va le rendre plus testable et donc on va être encouragé à faire plus de tests. Donc le test va appeler le test et grosso modo, plus je vais faire de tests, moins ça va me coûter cher d'en faire d'autres. Donc c'est un petit raisonnement qui est difficile à comprendre au début. On se dit oui, quand je commence mon logiciel, c'est difficile, mais c'est quelque chose qui s'enchaîne dans le temps et plus on va faire de tests, moins le coût d'un test va être important.
Ben, c'est parce que dans le processus d'apprentissage, probablement que tu vas maintenant, tu vas mettre dans tes variables de conception le fait que tu veux tester. Donc, tu vas probablement changer ou adapter ta conception pour que les choses deviennent testables. A priori, plutôt que d'être a posteriori, où tu dis, là, je veux maintenant tester, puis là, tu regardes ce que tu avais fait. Par exemple, la classe, puis là, tu dis, ouais, comment je pourrais ça la tester? Tandis que si c'est a priori, ben, tu vas modifier ton design. Donc, c'est cette boucle de rétroaction-là qui va apparaître. Exactement. En fait, le fait de faire des tests nous oblige à avoir un code qui est plus modulaire. Si on veut tester un bout de code et seulement ce bout de code, on va être obligé de rendre le bout de code modulaire. Donc ça, c'est un autre intérêt, hein. Si le code il est modulaire, potentiellement, il est réutilisable aussi. Je peux le déconnecter, mettre quelque chose à la place pour faire une correction. Donc, je vais avoir d'autres intérêts que le fait seulement de faciliter mes tests. Et puis, une fois que ce bout de code-là, il est modulaire, bah, il m'aide pour les autres tests. Puisque s'il y a quelqu'un qui appelle ce module-là, eh bien, je peux le déconnecter facilement et puis tester l'autre module plus facilement, etc. Donc, je vais avoir vraiment... on commence à parler un peu de TDD, là, hein, parce qu'on parle de faire les tests aussi en avant pour piloter le design. TDD, c'est Test Driven Development, mais aussi Test Driven Design. On se rend compte que le design de notre application, il va évoluer en fonction de comment on fait les tests. Souvent, dans la langue française, on va dire c'est de la programmation pilotée par les tests, mais on pourrait aussi dire de la conception pilotée par les tests. Exactement. Donc, on va essayer comme ça de réduire le coût des tests en les automatisant et en étant le plus exhaustif possible sur nos tests. Et plus on va faire de tests, moins les tests vont coûter cher. Mais est-ce qu'on teste tout? Parce qu'il y a certainement des parties de notre application qui sont plus difficiles à tester. Alors, qu'est-ce qui est difficile à tester? Là, on rentre dans une deuxième catégorie qui est « mon application n'est pas testable » ou « je ne sais pas comment la tester » ou voilà, j'aimerais bien, mais là, il y a une difficulté technique qui m'en empêche. Alors souvent, la difficulté technique, c'est une fausse difficulté technique. C'est pas testable, j'ai une fausse raison. On va voir que suivant la difficulté technique, il y a des solutions. La première des difficultés qu'on rencontre souvent, c'est mon code, il dépend d'un autre. Vous voyez, je peux pas tester ce bout de code-là parce qu'il appelle ça, il appelle ceci, et puis j'ai une dépendance sur une base de données, par exemple. J'ai une dépendance sur une base de données, sur un service web que j'appelle, sur je ne sais quoi. Là, la solution, c'est souvent l'injection de dépendance. C'est le fait de dire, plutôt d'appeler ma méthode d'une autre classe, et plutôt que de créer en dur mon objet dans ma classe, eh bien, quelqu'un va me la passer. Quelqu'un va me donner la dépendance que je dois utiliser. Et puis, du coup, quand je vais faire mes tests, plutôt que mon objet crée sa méthode, eh bien, je vais lui passer une fausse dépendance que je vais complètement maîtriser. Et donc, je vais pouvoir m'isoler des systèmes externes ou des dépendances externes. Donc, c'est vraiment la règle d'or, on va dire, c'est pour ce genre de choses d'utiliser l'injection de dépendance. Et c'est ce qui va rendre aussi notre système plus modulaire. On a d'autres patterns qui nous aident, par exemple la fabrique abstraite, qui est un des patterns du Goff, qui nous aide par exemple pour quand on veut construire des objets dynamiquement, eh bien, de demander à quelqu'un d'autre de nous les créer, et donc encore une fois de pouvoir... Parce que ça peut être une stratégie totalement acceptable, de dire je ne ferai pas de l'injection de dépendance, je vais plutôt demander à un tiers parti, une fabrique abstraite, créer pour moi telle classe que j'ai besoin, puis en plus les fabriques peuvent peut-être pouvoir mettre en place... si par exemple, si la classe que je veux qu'on m'instancie, c'est une classe qui est une façade devant du code d'infrastructure, par exemple de la sécurité ou une base de données, ben, cette fabrique-là pourrait s'occuper de s'assurer qu'il y a une seule instance de cette façade-là. Donc, je ne suis pas en train d'instancier à 3 fois une nouvelle façade, il me retourne toujours la même. Donc, ça a un paquet de bénéfices d'utiliser peut-être une fabrique abstraite ou souvent ce qu'on appelait un service locator, mais c'est un autre besoin, là, en l'occurrence, c'est pas tout à fait un service locator. On peut jumeler les deux aussi, hein. On peut dire, voilà, j'ai besoin d'une fabrique qui va fabriquer des objets, et cette fabrique, on va me la passer par injection de dépendance. Oui, donc c'est des choses souvent qui sont complémentaires. On va pas forcément rentrer dans les détails techniques. Ce qui est important, c'est de dire, quand on a une dépendance, on a des solutions techniques pour annuler ces dépendances et tester nos modules les uns par rapport aux autres. L'idée à chaque fois, c'est de dire, le module qu'on va vouloir tester, il va discuter, non pas avec les vraies dépendances, mais avec des fausses dépendances qu'on va maîtriser.
Ces fausses dépendances, c'est ce que j'appelle souvent du Canada Dry. Je ne sais pas si vous avez eu la publicité pour Canada Dry. Nous, en France, c'était... ça ressemble à l'alcool, ça a le goût de l'alcool, ça a l'odeur de l'alcool, mais c'est pas de l'alcool. Donc c'était une publicité un peu comme ça. Et du coup, c'est ça. On va essayer de faire des fausses dépendances, des bouchons, des mocs, qui ressemblent à notre système, mais qu'on maîtrise parfaitement et qui vont pouvoir renvoyer les valeurs qu'on maîtrise et qui vont nous permettre, encore une fois, de maîtriser le contexte d'exécution de notre test. Ça, c'est super important. Donc voilà. Premier point technique, la dépendance. Deuxième point technique qui revient souvent, c'est je suis dans l'interface usager. Comment je vais faire pour tester mon interface usager, si ce n'est en passant par des boîtes de clicodrome et d'enregistrement. Là encore, ça va dépendre de la technologie. Cette semaine à DevTeach, j'ai montré que par exemple, si on utilise WPF, il y a des patterns qui vont avec. Modèle, view model. On a la même chose, on a des patterns équivalents sur d'autres technologies, qui vont nous permettre de séparer dans ma logique, dans ma couche de présentation, dans ma, comment vous dites déjà, l'interface usager, dans l'interface usager, qui vont me permettre de séparer au maximum le code qui correspond à des traitements de l'interface du code qui est vraiment de la présentation. Et donc il y a effectivement des choses que je ne vais pas tester, mais qui vont être les choses les plus hauts niveaux et qui sont que de la visualisation. Oui, parce qu'il y a moyen encore, même si on est dans l'interface usager, de faire une certaine séparation entre la présentation et la logique qui sert à alimenter la présentation. Donc pour rendre ça plus concret pour nos auditeurs, on sait que dans une interface usagée, une IHM, si on prend un terme plus européen, on a toujours le fameux l'événement on-click. Donc, quand je clique sur un bouton, c'est clair qu'on ne viendra pas mettre de code là-dedans. Tout ce qu'on va faire dans le on-click, c'est faire un appel vers justement ce code de traitement-là qu'on va avoir à ce moment-là encapsulé dans une autre couche. Donc, c'est vrai qu'il va nous rester un petit peu de code. Il nous reste l'événement on-click puis le code qui appelle. Mais ce code-là, même si on ne le teste pas, il est tellement petit, il est tellement fin, il est tellement simple qu'on peut présumer qu'il va bien fonctionner parce que nous, ce qui va nous intéresser, c'est de tester tout le code de traitement. L'objectif, c'est de réduire au minimum le code qu'on ne peut pas tester et de se dire qu'est-ce qui est important, encore une fois, de tester et de ne pas tester. Si c'est quelque chose qui saute aux yeux quand je lance l'application, auquel je ne peux pas passer au travers vraiment, ma fenêtre ne s'affiche pas, c'est peut-être pas très grave si je ne le teste pas. Par contre, le fait que quand l'utilisateur rentre une certaine donnée et appuie sur le bouton, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas, ça c'est quelque chose que je ne vais pas forcément voir au lancement de l'application et qui va être beaucoup plus important de tester. Pour reprendre ce que tu disais, Mario, avec Fabrice, dans les sessions qu'on a fait à DevTeach, on présente l'exemple d'un filtre. On a une liste de clients, puis on veut taper sur M, et puis on tape la lettre M, puis on n'a que les clients qui commencent par M. Donc là, on a un filtre au niveau de l'interface. Eh bien, ce filtre, on va vouloir effectivement le tester, parce que je peux me tromper, je peux pas gérer les majuscules, pas les minuscules, je peux avoir des fautes sur les accents. Donc ça, c'est toutes des choses que je vais vouloir tester, et donc ça, je vais le séparer dans du code à part. Donc là, j'ai parlé un peu de WPF, etc. L'idée derrière ça, c'est que, encore une fois, il y a des patterns, il y a des outils, il y a des techniques pour tester, même quand je suis dans la couche usagée. Bon, tu parlais de la base de données, Guy, tout à l'heure. La base de données, c'est rien d'autre qu'une dépendance comme une autre. Donc, de la même façon que j'appelle un web service, etc., je vais m'arranger pour que, quand j'appelle la couche de données, je puisse passer une interface sur mon Data Access Layer ou sur mon DAO, de manière à discuter non pas avec la base de données, mais avec quelque chose qui ressemble à la base de données, et auquel cas je vais pouvoir dire, quand tu appelles cette fonction SQL-là, tu renvoies cette valeur-là en dur, et donc connaître exactement le contexte d'exécution de mon test. Parce qu'une bonne pratique pour réussir à avoir justement une programmation qui peut être testable, c'est, on ne peut pas ignorer qu'il va y avoir une BD. Mais le seul endroit où on devrait tester avec la BD, c'est notre fameuse petite couche d'accès à la BD. Et là, on n'a pas le choix, il faut vraiment avoir la BD parce qu'on teste le vrai code qui accède à la BD. Mais du coup, on a testé cette partie-là et qu'on sait que ça marche. Tout le reste des autres modules de notre application, quand on veut les tester, on devrait toujours utiliser notre bouchon ou notre Canada Dry, comme tu disais, qui représente les fonctionnalités attendues de notre couche d'accès, mais qui n'est pas la vraie couche d'accès. Alors, la raison principale, c'est effectivement qu'on veut maîtriser ce qui se passe, qu'on veut être indépendant de la base de données et donc connaître précisément le contexte d'exécution de notre test. Le deuxième avantage, c'est la rapidité des tests. Dès que je vais accéder à ma base de données, potentiellement, ça va être beaucoup plus long. Et si mes tests sont longs, je ne vais plus faire de tests. Je vais vite me lasser.
Si à chaque commit, je suis obligé d'appuyer sur le bouton « Joue les tests » et que ça me prend 10 minutes, surtout quand il est 18h le soir et que j'ai envie de rentrer chez moi, eh bien les 10 minutes, je vais dire « Tant pis, Skip. je commit, j'envoie Ouais. sur le serveur. Si c'est cassé, ben, je verrai demain matin. Et puis c'est le premier gars qui arrivera le lendemain matin qui va être embêté. » Donc il faut que les tests soient rapides. Ça, c'est vraiment une condition. Des fois, il vaut peut-être mieux faire l'impasse sur certaines parties et puis le connaître très précisément, que d'avoir des tests qui sont très lents et qui du coup vont amener à ce qu'il n'y ait plus aucun test qui soit fait. La solution va être toujours de dire comment je peux moquer et comment je peux avoir quelque chose qui n'appelle pas la ressource qui est coûteuse, mais qui s'exécute plus rapidement. On a d'autres types aussi où j'entends souvent c'est pas testable, c'est quand on utilise des dates ou des fonctions de hasard ou des choses qui sont pas forcément répétables dans le temps. Et bien là c'est pareil, on va appeler une fabrique et puis au lieu de dire je fais un datetime.now dans mon code, par exemple, on va appeler une fabrique qui va dire, laquelle je vais dire donne-moi la date. Et puis comme ça, on pourra faire encore une fois notre Canada Dry là, qui va renvoyer toujours la même date Ouais. et on va pouvoir tester. Le but, c'est toujours de s'isoler des contraintes, soit d'infrastructure ou des contraintes technologiques comme les dates, ces choses-là, qui là, dans ce cas-là, c'est l'horloge. Dès qu'on voit qu'il y a quelque chose qu'on maîtrise pas, on n'a pas le contrôle, on se met une petite couche d'abstraction devant, puis à ce moment-là, on peut remplacer cette couche d'abstraction-là par un bouchon ou quand on roule le vrai code par la vraie affaire. Donc tout ça pour dire que le c'est pas testable, c'est souvent un faux prétexte. Et qu'on a souvent des outils, il faut juste se creuser la cervelle, il faut explorer la techno, parce que la technologie qu'on va utiliser souvent va nous permettre de tester, et avec des choses qui sont particulières avec cette technologie, donc il faut approfondir aussi la technologie qu'on utilise. Et tout ça fait que il y a des challenges à tester. Et le fait de tester, quelque part, ça m'arrive souvent moi de me retrouver devant du code et me dire waouh, comment je vais pouvoir tester ça? J'ai l'idée de le faire, mais je sais comment je vais écrire mon code. J'ai une petite idée de avec quoi il va discuter, mais j'ai deux objets là, puis je ne sais pas comment je vais faire pour les isoler, etc. Donc je me retrouve souvent avec des challenges qui sont de dire comment je vais rendre ça testable. Et personnellement, je trouve ça excitant. Et le fait on reporte le fait de dire comment je vais faire mon algorithme ou comment je vais faire mon code, comment je vais rendre mon code testable. Parce qu'on vient à développer une attitude qui est du type, si je suis pas capable de le tester, est-ce que ça vaut la peine de l'écrire tout court? Parce que en aucun cas, je serais capable de prouver que mon bout de code fonctionne adéquatement. Je vais fonctionner à l'aveugle. Puis on arrive à un modèle mental à un moment donné que si on n'a pas de façon de tester, on trouve pas de façon de tester, on n'écrit pas. Ou en tout cas, on cherche à résoudre le premier problème, puis c'est comment je vais tester, et ensuite on fait l'implémentation. Et je me retrouve dans le risque après qu'il y ait une partie du code qui soit pas testée, que du coup cette partie de code qui est pas testée, parce qu'elle est pas testable, gangrène un peu les autres parties du code, et que petit à petit je me retrouve avec un code qui soit de moins en moins testable, parce que j'ai construit sur ce truc qui était pas testable, etc. Donc je peux me retrouver aussi dans un cercle vicieux qui est je commence à avoir un peu moins de tests, donc c'est moins testable, donc je refais moins de tests. Et puis il y a aussi un problème de confiance, parce que dès que je commence à avoir des choses qui ne sont pas testées, le fait de dire je peux modifier sans risque, j'y crois un peu moins. Et du coup, je vais commencer à perdre confiance dans les tests, et je risque aussi là de moins en faire. Le modèle que j'ai vu souvent, c'est on commence à identifier un petit bout de code où on dit ça c'est pas testable, donc on accepte que ce bout de code-là, il n'y a pas de test unitaire dessus. Ensuite, le lendemain, c'est 1, 2, 3, et on se met dans un modèle. C'est un peu le même modèle où est-ce que quand on accepte que sur un building, il y a un graffiti, 2 graffitis, Exactement. 3 graffitis, un moment donné, on y voit plus de valeur, et à ce moment-là, tu vois la chute des tests unitaires prennent, et on revient dans le modèle où on nie que c'est nécessaire, parce que la conclusion, souvent, c'est on l'a essayé, ça marche pas. Et là, on est maintenant sur un constat de en plus qu'on le nie, on a même la preuve que ça marche pas, on n'est pas capable de le faire. Puis on est pris dans un double dilemme à ce moment-là de non-qualité. C'est la gangrène ou ici c'est peut-être plus la boule de neige. Mais le fait est que voilà, ça grossit et puis on devient moins maintenable. Donc le fait d'avoir ces challenges-là amène aussi à une autre réponse qui est souvent on me dit ça m'amuse pas de faire les tests. C'est embêtant de faire les tests. J'écris le code, le test c'est répétitif, il faut que j'appelle ma méthode, que je fasse assert. Personnellement, c'est pas le cas.
certes, il y a des fois les tests, quand je vais tester 15 paramètres sur la même méthode, bah, ça va m'embêter. D'où l'intérêt d'avoir aussi des tests qui peuvent être pilotés par les données d'une feuille Excel, hein, pour éviter que ça soit répétitif. Mais quand je vais me retrouver sur des challenges de testabilité, ben là, je trouve que faire des tests, c'est plus du tout ennuyant. Au contraire, c'est des nouveaux challenges. Ben, c'est un peu comme quand on écrit le code. On cherche à résoudre un problème, donc c'est un défi. Et puis, quand on essaie de tester aussi, c'est un défi. Donc, écrire le test est aussi intéressant que d'écrire le code. Exactement. Il faut y voir les challenges plutôt que les ennuis et puis les contraintes à écrire un test. Frédéric, donc tu nous as expliqué que du coup que quelqu'un a compris que c'est nécessaire de faire des tests, qui a compris aussi comment dans sa conception il peut s'organiser pour que son code soit testable. Est-ce que c'est d'entrée de jeu, c'est sûr qu'on va faire des tests ou il y aurait d'autres raisons pour lesquelles on ne ferait pas de tests? Alors il y en a deux autres. Une première que je vais éliminer très rapidement, c'est les autres font pas de tests. Donc les autres, ça peut être deux types d'autres. Ça peut être une autre équipe fait pas de test et du coup j'ai une dépendance vers quelque chose qui fait pas de test. Je retombe sur la même chose. Je m'isole de cette dépendance, je la moque, etc. L'autre raison, ça va être j'ai des membres de mon équipe qui font pas de test. Et là, c'est plus problématique parce que les tests, juste pour moi, ils servent pas à grand chose parce qu'il faut que j'ai une confiance dans tout le système. Et là, on va retomber sur le j'y crois pas, le pourquoi les autres font pas de test et on va boucler et on va faire de la programmation fonctionnelle. Et on va les descendre. Donc là, on tombe beaucoup plus dans une dynamique d'équipe, de relations humaines, en tout cas, où est-ce que c'est pas par la technicité forcément qu'on va résoudre le problème, c'est plus par une vision commune de toute l'équipe sur qu'est-ce qui est le pourquoi de ce qu'on fait. Est-ce qu'on veut fabriquer du logiciel de qualité ou on veut fabriquer du logiciel tout court, avec ce que ça peut vouloir dire? Alors, admettons que l'équipe y croit, l'équipe a envie, l'équipe sait comment s'y prendre. Le dernier point qui arrive souvent, c'est « Ah, je suis motivé, mais j'ai pas le temps. » Parce que là, il faut livrer. Il faut que je livre, là. Il faut que je livre, et puis donc, je vais faire mon code, et puis après, je ferai les tests. Et puis, après, je ferai les tests, c'est souvent jamais je ferai les tests. Ouais. Clairement, le mot « après », dès qu'on commence à entendre le mot « après », il faut tout de suite penser à jamais. Alors, tout simplement parce que on a des petites mésaventures le long de nos développements, et puis le fait qu'on ait réservé 15 jours à la fin des tests, à la fin du développement pour faire les tests, eh bien, il se retrouve à j'ai dépassé de 15 jours, et non seulement j'ai pas les 15 jours, mais en plus j'en ai grignoté 15. Donc il y a un très bon moyen, extrêmement simple pour avoir le temps de faire les tests. C'est de commencer par là. Si je commence par là, je suis sûr de les avoir faits. OK. Donc c'est un peu marcher sur la tête pour certains, parce que pour certains ça peut pas venir avant. Mais c'est la philosophie qui est amenée par TDD. C'est de dire, je commence par faire mes tests. Non seulement je vais être sûr qu'ils soient faits, mais en plus ça va m'apporter d'autres choses. Donc ça veut dire qu'en cours de route de ton projet, toutes les fois que tu dis telle fonctionnalité ou telle story ou tel use case est construit et fait, c'est que le test a été fait parce que tu as commencé par ça. Donc, tu peux pas te retrouver à la fin où est-ce que tout ce qu'on dit, c'est les tests qu'il nous resterait seulement à faire parce que ton processus fait en sorte que c'est impossible. C'est impossible de se retrouver dans cette situation-là. Et le pari que je fais, c'est que le fait d'avoir fait ces tests en premier va faire qu'on va gagner du temps sur la fin. Parce qu'on va voir, on en parlait tout à l'heure, Guy et Mario, le fait d'avoir des tests fait que mon système va pouvoir évoluer plus facilement, être plus maintenable, etc. Donc ça, c'est vrai sur le long terme. Mais c'est vrai dans les 10 premières minutes où j'ai écrit du code. Dans la session que je présentais à DevTeach, j'ai fait 20 minutes de code devant tout le monde. J'ai réussi à introduire une régression au bout de 20 minutes que personne n'a forcément vu à l'écran. C'était un algorithme qui était un petit peu complexe. Et puis, voilà, si j'avais pas eu mes tests, au bout de 20 minutes, j'aurais introduit une régression, je l'aurais pas vu tout de suite. Et puis, j'aurais peut-être passé des heures, 5 jours, 10 jours plus tard. Et au final, c'est du temps que j'aurais perdu. Donc la rentabilité des tests arrive très vite et va me faire gagner du temps sur mes projets. Donc il ne faut vraiment pas mettre cette tâche à la fin parce que c'est se priver d'un avantage pour être compétitif dans le temps et dans la création du logiciel. Le problème qu'on a, c'est que tous nos gestionnaires ont un biais où est-ce que dans leur cycle à eux, c'est analyse, design, développement, test. Puis ça, c'est une aberration. Mais c'est comme ça que la majorité des gestionnaires aujourd'hui voient le cycle en phase de développement. Donc, comment on peut casser ça? On peut casser ça en se disant, est-ce que tu vas faire des tests? Et là, il n'y a pas un gestionnaire ou pas quelqu'un qui va délivrer un logiciel qui va dire, ah non, moi je ne vais pas faire de tests. J'ai jamais entendu quelqu'un dire ça. Tout le monde dit,
Oui, on va faire des tests. D'ailleurs, on a réservé une enveloppe pour ça à la fin. Ben, si l'enveloppe, elle est réservée, qu'est-ce qui empêche de la mettre au début? Et la distribuer tout au long du développement. Voilà, c'est qu'une question de méthode. C'est pas une question de coût, là. C'est une question de méthode. L'enveloppe qu'on a prévue, OK, on va l'étaler. Mais ça veut dire que toi, si tu es un développeur, il faut que tu sois quand même capable de, avec ton équipe, puis donc le gestionnaire de projet, qui lui souvent va regarder la partie cédule, de pouvoir dire, voici comment moi je vais fonctionner, je vais commencer à écrire mes tests, donc je veux un peu d'allocation financière en tout cas d'allocation de temps pour cette façon de faire-là. Mais si d'entrée de jeu, tu l'expliques à ton gestionnaire que tu veux faire ça, il n'y a pas de raison qu'ils ne veulent pas te le donner, il a l'enveloppe budgétaire. Ouais. Exactement. Enfin, c'est juste la façon dont on l'a réparti. C'est pas plus d'argent. Et encore une fois, je prends même le parti que ça sera moins d'argent. Parce qu'on va vite se retrouver avec des bénéfices, parce que si je commence à faire mes tests, encore une fois, on parlait tout à l'heure de conception pilotée par les tests, du coup mon code va être plus testable, et du coup ça va me coûter beaucoup moins cher que si j'essaye de les faire à la fin, où mon code il sera difficilement testable, et puis que je vais faire que des tests superficiels qui vont pas me permettre de pouvoir détecter un bug rapidement. C'est un autre aspect que j'ai peut-être pas précisé, c'est que quand je fais TDD, et quand je vais tester chaque méthode, je vais débugger beaucoup plus rapidement. Parce qu'au lieu d'avoir quelque chose qui dit « Oh, mon système marche pas », je vais avoir quelque chose qui me dit « La méthode de la classe X ne renvoie pas la bonne valeur ». Et du coup, je vais pouvoir aller très rapidement sur le problème. Et donc, réduire le temps de correction des problèmes. Donc, et par ricochet, on va écrire aussi du code qui est plus simple. Oui, aussi. Le premier but qu'on va se donner, c'est écrire du code qui est testable. On va vraiment arriver sur de la modularité. Tu vas pas te retrouver avec des fonctions qui font 150 lignes parce que tester une méthode qui fait 150 lignes, c'est l'horreur. Donc si tu raisonnes directement en termes de test, tu vas te retrouver avec des choses qui sont très modulaires, très isolées et très faciles du coup à débugger. Et qui est plus facile au niveau de la maintenance aussi. Oui, donc coût sur la détection des erreurs, coût sur le temps de correction de l'erreur aussi. Frédéric, on a parlé qu'il y avait différentes raisons pourquoi les gens ne voulaient pas faire de tests. Mais en conclusion, ce qu'on vient de faire dans notre petit exercice pendant presque une heure, c'est de démontrer qu'il n'y a pas de raison pour ne pas faire de tests. Non, on n'a pas de raison si ce n'est nos mauvaises habitudes. Voilà, le fait qu'on soit ancré dans j'ai toujours fait comme ça et je vais continuer à faire comme ça. Donc, c'est quoi les habitudes qu'on doit changer? On devrait commencer par planifier les tests au début de chacun de nos cycles de construction d'une classe, par exemple. Oui. Donc, de chaque module qu'on bâtit dans une application, on devrait avoir une étape de test initiale. On doit aussi avoir le réflexe de couper en petits éléments. C'est-à-dire, quand je dis il faut faire les tests au début, il ne faut pas commencer par écrire 150 000 tests. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que je ne sais pas exactement comment mon code va évoluer ni rien. Donc, c'est aussi de découper, de dire je fais un test et je fais la méthode qui va avec. L'intérêt derrière ça, c'est aussi que je vais découper mes tâches de travail. Et qu'au lieu de faire une tâche où j'ai donné à mon développeur, puis que pendant une semaine, il va coder dans son coin, puis qu'à la fin, il va faire « Wow, c'est vendredi soir, il faut que je commit, parce que ce week-end, ma machine va peut-être s'arrêter. » Eh bien, si je découpe en tests unitaires, à la fin de chaque test unitaire, il va pouvoir committer. Le système est stable, le test passe au vert, j'ai fait le code qui correspondait, ça aussi, c'est je peux committer. C'est un autre effet de bord qui est non négligeable. Le concept de j'ai sorti mon code, gestionnaire de code source, et on se revoit dans 2 jours parce que j'ai besoin de 2 jours pour vraiment tout concevoir avant de remettre les choses à mon gestionnaire de code source. Puis là, ça te force comme équipe à avoir des mécanismes pour quand même prendre en sauvegarde ces codes-là parce que tu veux être sûr de ne pas les perdre. Ça n'arrive pas avec cette approche-là parce que tu es toujours dans un état de stabilité qui fait que tu n'as pas de raison de faire des commits dans ton gestionnaire de code source à toutes les demi-heures ou les heures parce que tu es toujours en train de bâtir des tests, donc tu es toujours en état de stabilité. Mais le fait d'avoir toujours des tests qui passent vont me permettre de committer rapidement. Ouais. Je peux committer très régulièrement, quasiment à chaque test, parce que mon système de build continu, il va fonctionner vu que les tests vont passer au vert. Et à chaque fois, j'ai rajouté une petite fonctionnalité. Le fait de committer, je compare souvent ça à mettre un mousqueton quand on grimpe une falaise. Est-ce que je vais vouloir mettre des mousquetons toutes les 2 secondes et puis pas avancer rapidement? Ou est-ce que je vais vouloir mettre un mousqueton quand je serai arrivé en haut et que mon mousqueton va me servir à rien? La committer, c'est pareil. Il faut trouver la fréquence de commit qui est intéressante pour se dire si je commence à faire quelque chose qui ne va plus dans mon code et que je veux revenir en arrière, il faut que l'écart entre 2 mousquetons soit pas dangereux pour moi. Ouais. Donc il faut trouver le juste milieu entre le dire je commit sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, et le fait de dire il faut que je m'assure que si jamais
je fais une bêtise, le temps que je sois prêt à acheter, parce que c'est vraiment ça, hein, c'est le temps que j'ai passé depuis la dernière fois que j'ai commité et que je vais jeter à la poubelle parce que je vais faire un rollback, soit pas trop important. Donc, ce qu'on disait, c'est pourquoi j'en fais pas, c'est parce que, premièrement, je ne mets pas comme première activité dans mon cycle de développement d'un module, parce que je ne fais pas de la conception pour qu'il m'assure la testabilité. Donc, on va devoir changer nos approches pour être sûr que ce qu'on design est testable. Mais du coup, on fait ces deux activités-là, puis qu'on est convaincu, il n'y a plus grande barrière pour y arriver. Non, après, il y a juste la barrière technique qui fait qu'il va falloir des fois qu'on aille creuser un peu plus la techno, puis qu'on relève un nouveau challenge qui est de dire ouais, il faut que mon code soit testable, il faut que je trouve l'astuce technique qui va me rendre mon code testable à cet endroit-là. C'est un beau jeu intellectuel. Nous, les développeurs, c'est ce qu'on aime. On aime concevoir, puis c'est un jeu d'esprit, un jeu intellectuel. Donc, ajouter dans la variable, dans le cycle, la testabilité, ça rend le plaisir encore plus grand. Personnellement, oui, ça me motive. Écoute, Frédéric, on te remercie. Ben, merci bien. Merci à vous, messieurs, ça m'a fait plaisir. Sujet qui semblait banal, mais qui finalement ne l'est pas. On te souhaite un bon retour sur Paris et après ça sur Lausanne. Et au plaisir de te revoir dans une prochaine activité. Et puis en espérant vous voir prochainement sur Paris, messieurs. Ouais, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Assistez aux rencontres bimensuelles du groupe d'usagers Visual Studio de Montréal afin de parfaire vos connaissances des technologies.net et aussi afin de faire du réseautage. Pour l'agenda des rencontres, veuillez consulter le www.guvsm.net. .NET Expertise est un réseau de consultants indépendants et experts dans les technologies .NET de Microsoft. N'hésitez pas à contacter un de nos consultants experts en visitant le www.net-expertise.com. Retrouvez les liens exacts sur le site de visualstudiotalkshow.com. Les actualités avec Guy Barrette. Oui, on parlait d'Azure tout à l'heure, de cloud computing. Donc, en janvier, le nouveau CTP qui est sorti. Donc, pour ceux qui sont intéressés, sont un peu intrigués par tout ce qui est cloud computing, les services Azure, la plateforme Azure de Microsoft. Il y a un nouvel update, un nouveau CTP qui est sorti en janvier. Donc, on voit que quand même Microsoft sort rapidement là, des updates. Tu me fais penser, pour les gens qui veulent avoir peut-être une vue d'ensemble en quoi ce paradigme-là change, on va mettre le lien sur notre site, mais il y a un livre qui a été publié qui s'appelle The Big Switch, qui n'est pas un gros livre, mais qui explique les concepts. Si vous voulez, en tout cas, comprendre un peu plus en quoi ça c'est intéressant, vous suivrez notre lien qu'on mettra sur notre page, puis vous pourrez aller voir ce livre-là. Parfait. Et en parlant de livres, Julie Lerman, qui est au Vermont, pas loin de chez nous, donc son bouquin sur Entity Framework vient de sortir. Oui, donc on va mettre le lien sur la page. Julie, moi j'ai vu dernièrement parce que je suis allé parler à son user group. Je sais toi aussi, Guy, à l'occasion, tu es allé. On a toujours eu des bons liens, hein, même si il y a une frontière entre nous. Oui, absolument. Et le bouquin de Julie Lerman s'appelle Programming Entity Framework et fait à peu près 800 pages. Donc, elle a travaillé, on suivait un petit peu là l'évolution de son bouquin. Là, elle a travaillé fort là, durant la dernière année là-dessus. Il ne faut pas être effrayé par le chiffre 800 pages. Elle a écrit son livre en C# et en VB, donc elle a toujours les doubles exemples. Donc déjà, ça l'amène que le livre normalement serait beaucoup moins de pages. Oui, et les critiques que j'ai vues à date, parce que le livre était disponible en ce qu'on appelle en rough cut, là, donc les chapitres étaient publiés en ligne au fur et à mesure, et ça semble être un livre pratico-pratique. Donc j'ai bien hâte de mettre la main dessus. Mettons que connaissant Julie, c'est associé avec ce qu'elle aime faire, des choses pratico-pratiques qui marchent. Est-ce qu'il y a d'autres actualités? Non, c'est tout pour cette fois-ci. On va parler de ce qui s'en vient du côté de la communauté.net à Montréal. Oui, donc le 16 février, donc Greg Young va nous parler d'architecture et le sujet va être... Le défi qu'on s'est fixé, moi puis Greg, parce que je savais qu'il était à Montréal, je disais, Greg, faut que tu viennes parler à notre user group. Je lui ai dit, écoute, peux-tu faire une conférence qui est plus architecture 101, d'où est-ce qu'on part, puis où est-ce qu'on se rend, puis comment on peut, quand on est de plus en plus connaissant, faire des choix qui peut peut-être sembler, à prime abord, des mauvais choix d'architecture.
Puis donc c'est un peu le challenge. Puis pour Greg, qui habituellement fait des sujets très avancés, de faire une conférence plus abordable, mettons, à un grand public. Je sais qu'il me disait qu'il y avait beaucoup de ses amis qui ont demandé, ils disaient hey, enregistre-les sur filme-les parce qu'on veut la regarder parce que ils sont conscients qu'on peut toujours apprendre de personnes qui ont beaucoup d'expérience. Puis Greg, Oui, Greg vient de Vancouver, je pense. il demeurait à Vancouver ces dernières années, a bâti beaucoup de systèmes d'envergure, des systèmes temps réel avec beaucoup des montants en charge élevés. Donc, une belle expérience qui va nous permettre, une bonne expérience pratique qu'il va partager avec nous. Et le 25 février, on a un At Lunch. Oui, avec on sait que ça marche sur une approche open space et là on va discuter de mocking puis de NMOC si je me trompe pas. Oui, parfait. Et le 11 mars, on a Ruba Shmeta, qui lui aussi vient de Vancouver, comme par hasard. Et ça va être une rencontre SQL où on va parler en fait, le titre, c'est Mastering Data Cleansing with SSIS. Donc, comment nettoyer les données avec Integration Services. On n'aurait pas pu mieux traduire. Absolument. Donc, nous, on rappelle à nos auditeurs qu'on les revoit dans 2 semaines. On va enregistrer une émission avec Christian Côté. Et le thème va être aussi base de données. Donc, ça va être le DataDude. C'est le nom de code de ce produit-là. C'est Database Team... comment qu'on l'appelle déjà? C'est l'édition pour les professionnels des bases de données. Donc, c'est Database Professional Edition de Visual Studio Team System. Il va nous expliquer en long en large pourquoi ce produit-là est la 8e merveille sur la planète. Sur ça, on vous souhaite bonne programmation. Au revoir. Visual Studio Talk Show.